Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, c'est un nombre record de déplacés enregistrés ce week-end à Banga. Plus de 150 personnes fuyant des attaques des bandes armées à Idiki, dans le département de la Mémé, région du sud-ouest Cameroun, ont trouvé refuge dans cette localité du département du Mungo et parmi elles, une centaine d'enfants qui ont raté le train de la rentrée scolaire pour le compte du troisième trimestre au Cameroun. À suivre dans ce journal, les dernières nouvelles sur la crise anglophone et d'autres sujets brûlants d'actualité. Un nouveau coup d'arrêt au projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. Les travaux de l'infrastructure qui peinent à sortir de terre ont une fois de plus été bloqués par des populations qui exigent d'être indemnisées. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, la ville de Banga a été le théâtre d'une migration massive de population ce week-end. Plus de 150 personnes ont trouvé refuge dans cette localité du département du Mungo. Il s'agit des habitants du village Idiki dans le département de la Mémé, région du sud-ouest Cameroun. Ces populations ont déserté leur village après les violences survenues ce week-end. Le reportage de Jacquino Molong et de Kediara. Voici à quoi ressemble le quotidien des populations d'Etiki et de Yaoundé-Ouattara dans le département de la Mémé. Vendredi à l'heure de 11h30, on a compris le coup de fusil. Après d'avoir constaté la route était bloquée, les voitures étaient bloquées du niveau de Kumba, Bouyarout. On nous a fait savoir qu'il y a danger. Après le coup de fusil était partout. Nous, on était troublés, on est tombés en brousse. Comme ce sexagénaire, ils sont nombreux à avoir abandonné biens et domiciles pour sauver quelque chose de plus précieux, leur vie. Ce qui nous était notre sauveur, le train nous est porté gratuitement, nous aider à porter rapidement pour que le feu ne nous attrape pas. On a Pumbanga. Encore troublé par la violence de l'attaque, il a du mal à se souvenir du nombre de personnes atteintes par les assaillants, encore non identifiés. S'il y a eu des morts, il y a eu des gens qui mouraient, mais quelqu'un s'est sauvé. On ne peut pas dire que tu ne peux pas rester pour compter le corps, non. Il y a eu des morts. Par exemple, j'ai vu que la balle est arrêtée, il était même vivant, mais je traversais, je me sauvais seulement de ma tête. Et même jusqu'à l'heure actuelle, ma famille n'est pas encore sortie de brousse. On s'est séparés, j'ai 3 enfants, il y a 2 qui sont en brousse avec leur mère, je sais où ils sont. Dans la ville de Mbanga, où ils se sont réfugiés, c'est un important dispositif qui a été mis en place afin de leur offrir le gîte et le couvert. Le sous-préfet et ces gens nous ont accueillis normalement. Ils nous ont donné où dormir, ils ont trouvé l'endroit où dormir et ils nous ont donné de l'eau à boire et à manger. Nous sommes tellement contents de retrouver ça. Au-delà de ce qui a déjà été fait, les autorités de la ville rassurent sur le niveau de sécurité mis en place afin d'empêcher toute intrusion de la part de ces assaillants. Nous avons accueilli quelques centaines de personnes au recensement de tout cela. Et nous avons la situation sous contrôle, étant donné que toutes les mesures sécuritaires ont été prises. Ça, je peux le garantir. Et nous continuons à ratisser, parce que toutes les frontières sont tenues qui entrent dans la ville ou dans l'arrondissement de Banga. Nous avons déjà les éléments fixés dans tous les différents quartiers et les points sensibles de la ville de Banga. Et avec ce flux migratoire, c'est pratiquement une année blanche pour une centaine d'élèves du village Idiki. Bon nombre d'entre eux n'ont pas repris le chemin des classes ce lundi, jour de rentrée du 3e trimestre au Cameroun, comme les autres élèves. Cette situation alarme la communauté éducative de la ville de Banga. Jacquino Molong, Auréole Djoumi. La permanence du parti RDPC de Banga a toutes les allures d'un camp de réfugiés. Ce lundi 16 avril 2018 est jour de rentrée scolaire sur l'étendue du territoire national. La centaine d'enfants du camp des déplacés du village Idiki n'a pas d'autre choix que de rester confinés dans le camp.
Au lycée bilingue de Mbanga, la rentrée scolaire du 3e trimestre a pris son envol. Le 3e trimestre a été très boostant parce que les élèves se rendent compte qu'ils sont à la fin de leur année scolaire et que s'ils ne sont pas décisifs, leur examen est en péril. Raison pour laquelle les élèves du lycée bilingue de Mbanga font tout et tout pour booster le 3e trimestre et avoir leurs examens. Mais certains sont soucieux des enfants élèves du village Ediki, désormais déplacés en Mbanga. Nous constatons déjà que les enfants auront un retard par rapport à ceux qui sont en train de continuer les études. Ça fait réellement beaucoup de soucis. Leur quotidien commence à devenir infernal. Pas d'intimité, aucun cadre approprié pour l'étude. Pour eux, l'année scolaire est d'ores et déjà terminée. Et malgré l'escalade de violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, le ministre Paul Atangandi signe et persiste qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun, mais juste des troubles. Invité donc sur la télévision nationale, le ministre Paul Atangandi s'est montré fermé à l'idée d'un dialogue national inclusif. Et cette réaction du ministre Paul Atangandi suscite bien de réactions sur la scène politique. Et nous prolongerons le débat en deuxième partie de ce journal avec Maître Fidèle Ndjoumissi, cadre politique du MRC dans la région du littoral. Et pour ceux des élèves qui ont repris normalement le chemin des classes ce lundi, sont butés à une crise infrastructurelle qui ne leur offre que les conditions, les minima pour les études de cette qualité. La nouvelle ministre des enseignements secondaires l'a touché du doigt. Nalo Vanyonga a visité quelques écoles ce lundi dans la cité capitale. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. S'il s'est agi de toucher l'effectivité de la rentrée du 3e trimestre, la ronde effectuée par le ministre des Enseignements secondaires lui a surtout permis de voir dans quelles conditions travaillent ses collaborateurs. À l'Eniège bilingue de Yaoundé, par exemple, les difficultés ne manquent pas. Le cadre dans lequel nous travaillons est passable actuellement parce que le ministre vient d'autoriser la réhabilitation de l'établissement. Vous voyez comment les bâtiments sont propres. Nous lui avons présenté quand même quelques problèmes que nous rencontrons. On a présenté le problème de notre salle informatique dont les machines ont vieilli. On a présenté le problème des infrastructures sportives. On a présenté le problème de personnel, de la situation de nos élèves net. Parce que vous voyez de plus en plus, c'est un problème général au Cameroun. Les effectifs dans les ENIE sont en train de baisser parce que les enfants ne sont pas directement recrutés. Voilà le problème qu'on a présenté au ministre et elle a pris note. À l'Eniège bilingue de Yaoundé, comme au lycée bilingue de Touguébé et au collège Vogt, pour ne citer que ces quelques établissements visités, le professeur Nalova Lyonga, dont c'était la première descente dans les établissements scolaires depuis sa nomination le 2 mars dernier, n'avait qu'un seul mot, celui de l'encouragement à l'endroit du corps enseignant et la promesse d'une amélioration du cadre et des conditions de travail. Nous avons fait le tour de 5 établissements. On était tellement à l'aise à Vogt où les conditions d'études étaient à l'optimum. Au niveau de l'enseignement général, il y a quelques difficultés dans les lycées bilingues en termes d'infrastructures, quelques cas d'absence, nombre élevé d'enseignants. Mais Madame le ministre a pris le niveau des difficultés, des prescriptions ont été faites et là, les solutions sont en cours, notamment pour l'enseignement technique et les lycées bilingues au niveau des clôtures. Globalement, la préparation est bonne pour les examens qui devraient se faire à partir du 2 mai, la rentrée effective, donc nous sommes sereins. En dépit de quelques absences, pour diverses raisons, le train de la rentrée du 3e trimestre a effectivement quitté la gare à Yaoundé à 7h30, avec à bord tous les établissements scolaires de la capitale. Dans le reste de l'actualité, les multiples mouvements d'humeur des populations freinent les travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. Ces populations qui attendent toujours d'être indemnisées ont une nouvelle fois exprimé leur colère lors du lancement de la deuxième phase de déforestation présidée par le préfet du département d'Union Ekele. Du coup, le chantier accuse un très gros retard. Le reportage de Joël Niem et de Gladys Didi.
nous n'avons pas passé ça au bout. Nous nous donnons la totalité. C'est comme si les biens Le préfet d'Union Ekeli, en pleine négociation avec des populations très en colère. Vous dit de travailler pendant même si vous ne vous payez pas. Vous pouvez travailler sans que vous payez. Vous n'avez pas un salaire. Depuis le début des travaux de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé, champs et maisons d'habitation ont été détruits. Mais les indemnisations n'ont pas suivi. Vous êtes maintenant appelé à venir lancer les travaux de PK 40 au PK 60 dans 20 km. Pourquoi l'argent ne peut pas directement venir vers ça part de la hiérarchie vers les bénéficiaires, que ça coule comme l'eau de bouche. Nous voulons être en possession de l'argent. On nous dit d'attendre. On doit attendre quand? Puisque aujourd'hui on parle de la déforestation. Est-ce que la déforestation se fait? Il y a des plantations à l'intérieur, c'est-à-dire de ces forêts, qui ont dit que ça veut la déforestation. Ces populations auraient souhaité bénéficier des retombées de la construction de cette autoroute. Par exemple, avec des points d'adduction en eau potable ou encore l'accès à l'énergie électrique, voire même l'utilisation de la main-d'œuvre locale. En plus, nous avons les cours d'eau. C'est-à-dire, là où je suis en train de vous parler, là, nous n'avons pas un puits d'eau. Là où on boit, c'est les sources, c'est-à-dire villageoises. Cette fois, comme toutes les autres fois où elles ont manifesté, les populations ont reçu les assurances de l'autorité administrative, qui a d'ailleurs ordonné la reprise des travaux. Vous imaginez que c'est le préfet ou le gouverneur qui va détenir votre argent? Non. Vous avez peut-être 500 millions qu'on va vous payer tous. Ça sera payé. Personne ne va demander un pourcentage comme on faisait dans le temps. Ce qui a été évalué sera payé. Je voulais le dire solennellement que j'ai eu votre consentement. Continuez avec vos travaux. Le paiement ne vous concerne pas. Ce qu'on a évalué, et c'est ça, on va faire de débrastage. On ne touche pas les autres choses. Okay? Et, il faut comprendre que dans notre chantier, on a déjà employé presque 800 Camerounais. C'est déjà presque 80% de totalité de notre projet ici. Okay. D'après le chef de la mission de contrôle, ça roule déjà entre PK0 et PK20. Le tracé PK20, PK40 doit être terminé avant la fin de l'année 2018, à condition bien sûr de résoudre un certain nombre de problèmes qui constituent un réel frein à l'avancement des travaux. C'est un début de semaine bien difficile pour de nombreux commerçants du marché de la gare ici à Noubel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Un incendie a ravagé une dizaine de boutiques. Le feu s'est déclaré hier soir. Les pertes sont évaluées à plus de 15 millions de francs CFA. Les commerçants aux abois dénoncent les mauvaises installations électriques, très souvent à l'origine des incendies. Leclerc Sakem. Comme dans une cour de deuil, les commerçants du marché de Noubel-Gare 2 sont désormais au chômage suite à un incendie qui a consumé leur boutique. 11 au total dans la nuit du dimanche à lundi. Dans un élan de solidarité, amis et connaissances aident ces victimes à nettoyer, seulement les dégâts semblent énormes. 5 heures, on est venu, on a trouvé, on a pris nos cadavres, on a ouvert, dès qu'on entre, je suis entré, je n'ai plus trouvé là où ma boutique, tout était à terre. Tout était fini comme ça, je n'ai plus trouvé. La boutique était partie comme ça avec tout l'argent que j'ai vendu. Mettre dedans avec le mauvais marché, avec l'argent des gens que j'ai prêté de gauche à droite, chargé jusqu'à la boutique. Avec mon impôt que j'ai payé que hier. Selon le responsable de cet espace marchand, les causes de cet incendie seraient le retour brusque de l'énergie électrique après le lestage. Les gens qui étaient au marché hier en journée disent qu'en journée, il y avait coupure. Ouais, donc c'est sûr que c'est le retour. Sur les lieux du sinistre, les jeunes tentent de récupérer les articles encore utiles et proposent aux intéressés. Tu rappelles que j'ai vendu depuis le matin. Il y a ça, il y a ça, il y a ceci, il y a ça. Et il y a encore ceci. Il y a ceci.
il y a ceci. À 500, comme c'est pas encore nettoyé. Et quand il va arriver nettoyé, il peut revendre même cher. Il y a même le sac. Il y a même le sac. Cet incendie au marché du Bellegarde 2 à Douala rappelle bien d'autres qui ont secoué les espaces marchands de la capitale économique camerounaise pour des causes similaires. On parle de toute autre chose à présent. Le bâtonnier défend les résultats de l'examen d'entrée au barreau publié récemment et met quiconque au défi d'apporter une quelconque preuve d'un tripatouillage. Maître Jacksonier Kamanga l'a dit ce jour alors qu'il marche de l'ouverture des états-majors généraux du jeune avocat. Le ministre délégué à la justice qui présidait les travaux en a profité pour inviter les avocats à faire preuve de probité et de dignité dans l'exercice de leurs fonctions. Plus de précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Acculé et accusé par le collectif des avocats stagiaires indignés, le barreau s'est enfin défendu. Les examens sont faits pour faire jaser parce qu'il y en a qui les subissent avec succès et d'autres qui échouent pour parler de manière triviale. J'ai organisé un examen et permettez que je m'occupe de ceux qui ont réussi à cet examen et que je vais accompagner au serment dans les semaines qui viennent. Ceux qui n'ont pas eu cet examen, qui se préparent à subir le prochain examen. Il n'y a rien d'autre à dire. Un examen est un examen. Il y a des gens qui réussissent et il y a des gens qui ne réussissent pas. Libre à ceux qui n'ont pas réussi d'initier les recours qui leur plaisent. On verra bien à la fin. En tout cas, je peux garantir les conditions de transparence de cet examen. Cette réaction du barreau coïncide avec la tenue à Yaoundé des états généraux du jeune avocat de la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Occasion pour le garde des Sceaux, représenté par le ministre délégué, d'administrer une bonne leçon sur les qualités des bons avocats, en puisant notamment dans le serment que prête ce dernier. J'ai constaté que ce serment comporte des notions très fortes, comme la conscience, la probité, l'indépendance, le respect des cours et des tribunaux, le respect des lois et règlements de la République. Et c'est pour ça qu'en confrontant ce serment avec la pratique quotidienne, j'ai relevé certains écarts que j'ai tenu à leur indiquer très amicalement. Et les applaudissements vous ont d'ailleurs prouvé qu'ils étaient d'accord avec ce rappel. Des rappels qui ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Pour être un bon avocat, il faut marcher selon les règles qui gouvernent notre profession. Lorsque vous vous en écartez, vous êtes autre chose, mais vous n'êtes plus avocat. Donc je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Le ministre a dit ce qu'il avait à dire et je pense qu'il n'avait pas tort de nous rappeler quand même. Ce sont des états généraux de jeunes avocats, c'est-à-dire en réalité d'avocats qui sont déjà inscrits à des tableaux, mais qui sont jeunes dans la profession et qui sont venus pour réfléchir sur la manière dont les ordres professionnels peuvent les aider à mieux s'insérer dans les barreaux, dans les cabinets et de manière plus générale dans la cité, compte tenu du rôle social qu'ils ont à y jouer. Les résolutions issues des travaux de Yaoundé permettront aux différents barreaux d'améliorer les conditions d'exercice du jeune avocat dans un contexte de mutation permanente, marqué notamment par l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et le ministre délégué à la justice a par ailleurs insisté sur la prévention de la corruption qui prend corps dans les milieux des avocats au Cameroun. Nous écoutons Jean-Pierre Fogui au micro d'Equinox Télévision. Pour vacciner très tôt vos jeunes confrères contre le virus de la corruption, eh bien, les avocats chevronnés que vous êtes devraient saisir une opportunité comme celle-ci pour leur apprendre que l'argent est semblable à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif et plus on doit en boire. Ceux qui en doutent n'ont qu'à voir le nombre de milliardaires qui couplissent en prison pour les faits de corruption. J'y vois pour ma part la preuve irréfutable que l'argent n'est que la fausse monnaie du bonheur. Et qu'en tout état de cause, nous ne devons jamais laisser nos moyens de vivre compromettent nos raisons de vivre. Ensuite, un avocat, un bon avocat, doit avoir une conscience et une probité à toute épreuve. Car toute la différence entre un avocat et un mercenaire réside là. En effet, l'un se bat plutôt pour une cause, alors que l'autre se bat pour une chose. Permettez-moi de le dire.
Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Et donc, je reçois sur ce plateau Maître Fidèle Ndjoumbissi, avocat au barreau du Cameroun, des cadres politiques du MRC. Merci d'être venu. Bonsoir Nadine et bonsoir à tous les téléspectateurs de télévision Equinox. Ok, avec vous, nous parlerons de la crise anglophone, avec notamment la récente attaque survenue à Idiki et également la dernière sortie du ministre Paul Atangandi. Mais l'actualité cette semaine, c'est bien sûr la convention du MRC tenue ce week-end à Yaoundé, avec notamment l'investiture de Maurice Kamto comme le candidat du parti pour la présidentielle. Alors, que voulez-vous que les Camerounais retiennent en priorité de ces assises? Oui, il y a beaucoup de leçons à retenir de cette assise, de cette convention, de cette deuxième convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui s'est tenue le week-end dernier à Yaoundé. La première leçon qu'on peut retenir, c'est le retour à l'engagement politique, le retour à l'affection pour la politique. Parce qu'au cours de cette convention, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a démontré que les Camerounais peuvent reprendre en main leur destin. Donc, et cela s'est traduit dans les différents discours qui ont été donnés par les responsables élus. Je peux citer la deuxième vice-présidente du directoire, qui est originaire du centre, qui dans son adresse, dans son allocution, a dit « Je m'adresse à mes frères et sœurs du centre. Il ne faut pas croire, il ne faut pas penser que le centre est la chasse gardée d'un parti quelconque. » Et là, elle voulait donner un message fort pour ce qui est de l'unité nationale, pour ce qui est de la construction de notre nation dans une société à pluralisme culturel et à identité diverse. Et là, il y a le docteur Oko, qui est régional du Sud, qui a donné le motif de son engagement politique en indiquant que tout est politique. Et qu'il dit aux Camerounais, si nous ne faisons pas la politique, nous ne pouvons pas construire notre pays. Et il a dit, en tant que médecin, il a pensé qu'avec son art, il pouvait participer à la construction du pays, il pouvait sauver ses frères et sœurs, mais dans la pratique, dans le quotidien, il s'est rendu compte que vous pouvez être le meilleur médecin du monde. Mais si le politique ne vous donne pas les instruments, vous serez inutile. Et c'est pour ça il demande aux Camerounais de s'engager. Donc, au cours de cette convention, nous nous réjouissons de ce que, par le travail politique, parce que là, il s'agit du résultat du travail politique. Parce que quand on connaît le contexte dans lequel le mouvement pour la renaissance est né, contexte difficile, contexte où il n'y a plus d'affection pour la politique, où il y a des engagements et il y a un taux élevé d'abstention aux élections. Votre parti a récemment critiqué l'impartialité de l'architecture organisationnelle des élections au Cameroun. Le MRC était absent lors des dernières sénatoriales, mais paradoxalement, vous prendrez part aux législatives et ainsi qu'à la présidentielle. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Non, le professeur Maurice Kamto et le directoire ont décidé, avec des motifs précis, que le mouvement pour la renaissance du Cameroun ne prend pas part aux élections sénatoriales. Non, c'est que les conditions dans lesquelles les élections sénatoriales ont été organisées en 2013 sont restées les mêmes. C'est-à-dire avec un collège électoral qui est presque en fin de mandat, c'est-à-dire les conseils municipaux qui sont en fin de mandat, et collège électoral incomplet, surtout. Parce qu'à l'article 242 du code électoral, il est indiqué que le collège électoral peut être constitué seulement des conseils municipaux que lorsqu'on va mettre en place le Sénat. C'est-à-dire, c'est à la mise en place du Sénat qu'on peut faire les sénatoriales, les élections sénatoriales seulement avec les conseils municipaux. Et cet article ne dit pas qu'on va renouveler, qu'on renouvelle le Sénat avec avec une seule catégorie du collège électoral. Parce qu'il y a deux catégories du collège électoral, c'est-à-dire
les conseillers régionaux. Donc pour ces raisons, le mouvement pour la Renaissance du Cameroun dit il ne prend pas part à cette mascarade. Et les faits nous donnent raison aujourd'hui. Parce que nous avons vu les partis politiques qui n'avaient qu'un seul conseiller municipal dans certaines circonscriptions, qui n'en avaient même pas de conseiller municipal, c'est-à-dire n'avaient même pas d'électeurs. Mais néanmoins, on ne prit pas à ces élections et nous connaissons les résultats. Donc, ces partis ont seulement fait l'accompagnage du RDPC qui avait la majorité absolue des électeurs que la situation dans tout le pourrait monde. être différente dans la présidentielle et les législatifs? Non, nous avons dit que nous allons prendre part à toutes les élections à venir, c'est-à-dire élections municipales, élections législatives et élections présidentielles, quelles que soient les règles. Et nous demandons toujours que le code électoral soit révisé et au besoin, même la Constitution, pour qu'on ait des élections libres, transparentes et sincères. Et si le gouvernement actuel ne fait pas ce que nous demandons, et M. Maurice Kamto, à la fin des élections de 2013, avait déjà tiré la sonnette d'alarme et avait indiqué que ce gouvernement sera responsable de ce qui arrivera à cause des mauvaises élections, sur la base d'un code électoral qui ne garantit pas des bonnes élections. Donc, quelles que soient les règles, nous y serons. Et le professeur Maurice Kamto a bien indiqué que même pour un match de football, il a pris l'exemple du match de football, il dit on peut avoir un match de football avec un mauvais arbitre, avec des mauvaises règles, et néanmoins gagner. Il cite souvent l'exemple du Cameroun-Argentine. On avait un arbitre vaudrou qui était contre le Cameroun, avec des mauvaises règles, néanmoins le Cameroun a gagné. Donc, même dans ces conditions, nous nous sommes préparés à gagner. Et c'est pour ça que M. Maurice Kamto parle de I comme inscrit, V comme voter, S comme surveiller et D comme défendre les résultats du vote. IVSD. Cela va garantir notre victoire. Et Maître Fidèle Doumbissi, durant la convention Yaoundé, le professeur Maurice Kamto n'a pas exclu l'idée d'une coalition avec d'autres formations de l'opposition et même des acteurs politiques de l'opposition. Il a notamment tendu la main à Joshua aussi. Est-ce que le professeur Maurice Kamto est-il prêt à oublier sa candidature dans le cadre d'une coalition pour s'aligner derrière quelqu'un d'autre? Le professeur Maurice Kamto est resté constant. Et à la fin de l'année 2017, dans son adresse à la nation, il a indiqué qu'il va entreprendre des démarches pour la mutualisation des forces, pour la mutualisation des acteurs politiques, afin que l'alternance politique, tant souhaitée par les Camerounais, advienne en 2018. Et il a commencé. Ces démarches sont en cours et les résultats seront bientôt donnés. Mais à la question de savoir si le professeur Maurice Kamto est prêt à céder la place à une autre personne, je vous dirais que lui-même il a dit que s'il y a un autre candidat qui apporte la preuve de ce qu'il est capable, avec une formation bien organisée, d'apporter la victoire que les Camerounais attendent depuis, il sera prêt à le faire. Mais pour l'instant, on dit on doit se dire des vérités. Parce que pour le moment, à l'heure actuelle, de tous les partis de l'opposition, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est le parti qui tient le terrain. Et il a tenu un langage de vérité lors de son discours de clôture. Quand il a dit, quand il a tendu la main au candidat du SIF, il a indiqué, et c'est là la vérité, il a dit que il faut qu'il vienne nous rejoindre, qu'il vienne le rejoindre, comme les autres sont en train de faire, pour qu'ils discutent du partage du pouvoir. Parce que c'est ça la coalition. Il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais en parlant d'une candidature illusoire, illusoire de l'opposition. C'est pas ça. La vérité, c'est que sous tous les cieux, quand il y a, dans un contexte de concurrence politique, on parle d'alliance et de coalition.
Et lorsqu'on parle d'alliance et de coalition, personne ne va dans une alliance ou dans une coalition pour amuser la galerie. Quand on va dans une alliance ou dans une coalition, c'est pour obtenir ce qu'on ne peut pas avoir seul. Et dans le cas de l'espèce, il s'agit de l'élection présidentielle. Donc, ceux qui vont former la coalition pour conquérir le pouvoir, c'est-à-dire l'exécutif, pour l'élection présidentielle, vont tabler sur le partage du pouvoir. Et c'est ça la vérité. Il ne faut pas qu'on vienne dire aux Camerounais que les partis d'opposition, les 300 partis politiques de l'opposition au Cameroun doivent choisir un candidat unique. Et vous aurez un gouvernement de 300 ministres. Donc, on va rester toujours dans le gouvernement prétorique. Est-ce que c'est possible? Vous restez sur ce plateau, Maître Fidèle Djoubessi. On va parler tout à l'heure, on parlera de la crise anglophone. Le temps de signaler que la dotation financière 2018 pour la décentralisation au Cameroun montre une trop grande priorité aux dépenses de fonctionnement, alors que l'enveloppe allouée aux investissements est inconsistante à l'échelle nationale. Guy Zogo pour plus de précision. La répartition de la dotation générale de la décentralisation au titre de l'année 2018 vient d'être rendue publique par le Premier ministre. D'un montant de 10 milliards de francs CFA, cette dotation laisse voir un tableau avec plus de postes de dépenses portés sur le fonctionnement et moins sur l'investissement. Ainsi, 3 milliards de francs CFA. La plus grande part de cette dotation pour le fonctionnement sont réservés à la rémunération des magistrats municipaux, 1,160 milliard de francs CFA, le deuxième montant le plus élevé dans ce chapitre, aux dépenses de fonctionnement spéciales ou d'urgence en faveur de certaines communes ou communautés urbaines, 210 millions au fonctionnement du comité interministériel des services locaux, 190 millions au fonctionnement du Conseil national de la décentralisation. Outre ces montants conséquents, on note d'autres dotations dans le même registre du fonctionnement, à l'instar des 80 millions destinés aux ateliers régionaux de formation de certains responsables communaux au budget programme. La diffusion de la stratégie nationale de la décentralisation, pourtant encore inconnue, à hauteur de 40 millions, ou encore l'appui aux syndicats de communes pour 30 millions de francs CFA. Seul un poste de dépenses peut relayer la tendance inverse au milieu de ces dotations plutôt confortables, celui relatif à l'appui au programme national au métier de la ville qui est doté de 40 millions, une portion congrue. Quant à l'investissement doté aussi de 5 milliards de francs CFA, seuls 6 postes de dépenses lui sont consacrés, dont entre autres la construction et la réhabilitation des salles de classe, latrines, des forages, adduction d'eau, électricité et centres de santé pour 4 milliards 500 millions de francs CFA, autant dire une goutte d'eau dans l'océan à l'échelle nationale. Cette répartition de la dotation générale de la décentralisation pour 2018 intervient alors que l'accélération de ce processus est appelée de tous les vœux par tous les bords pour faire barrage à la crise anglophone et doter les collectivités territoriales décentralisées de plus d'autonomie. Mais au-delà de cette publication de la dotation générale de la décentralisation 2018, qui brille aussi au passage par son montant modeste, le gouvernement est loin de se montrer aussi ouvert sur le taux de transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées, ce qui permettrait de mesurer avec exactitude à quel stade se situe le processus de décentralisation actuellement au Cameroun. Et nous revenons donc à vous, Maître Fidèle Djoubessi, dans la suite de cet entretien pour parler cette fois-ci de la crise anglophone avec les derniers événements de ce week-end, notamment l'attaque qui a eu lieu à Idiki, dans la Mémé, ainsi que ce qui a entraîné un flux migratoire des populations dans la ville de Banga à ce jour. On compte plus de 150 déplacés. Comment réagissez-vous à cette situation? Oui, il faut interpréter cette situation sous l'angle de la position que le gouvernement camerounais a prise par rapport à cette crise. Donc ces événements viennent démontrer à suffisance que la position du gouvernement est remise en cause. Parce que nous avec les flux migratoires, oui. Cela démontre qu'il y a une situation grave. Oui. Et lorsqu'on parle de migration, les migrations ont pour conséquence
déplacés quand c'est à l'intérieur du pays et les réfugiés quand c'est à l'extérieur. À l'heure actuelle, nous savons qu'il y a nos compatriotes qui ont quitté leur résidence, leur domicile habituel pour aller dans d'autres parties du pays. On connaît dans la ville de Douala, dans la ville de Bafoussam, dans la ville de Bouddha et tout cela. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Et qu'est-ce qui cause la migration? Quand on étudie les migrations, on voit les causes. Ça peut être, on peut se déplacer ou on peut se réfugier pour des causes économiques parce qu'on va chercher un emploi, ou bien parce qu'on veut chercher des terres arables quelque part, ou bien parce qu'on est persécuté pour ses opinions politiques ou pour ses opinions religieuses, ou bien parce qu'il y a la guerre. Donc, ces événements traduisent le fait que nous sommes en guerre civile. Et ce qui est plus grave, ce qui est plus grave avec l'événement le plus récent, Idiki, c'est que c'est une localité, c'est un village qui est limitrophe au département du Mungo. Donc ça veut dire qu'il y a déjà le risque de diffusion, le risque de contagion. Et parlant de la réaction, la position du gouvernement, le ministre Paul Atangandji, dans une récente sortie médiatique, a insisté et persisté qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crise anglophone, mais plutôt des troubles. Et il s'est d'ailleurs montré peu réticent à un dialogue inclusif. Comment réagissez-vous à cette ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, il continue à persévérer dans l'erreur. Le gouvernement persévère dans l'erreur et l'option que le gouvernement a prise pour régler cette crise est la plus mauvaise des options. Et en choisissant un ministre comme Atangandji, qu'on connaît qu'il s'est constitué en circonstances aggravantes de la crise, ça veut dire que le gouvernement a un autre agenda que nous ne connaissons pas. Et ce gouvernement sera responsable de tout ce qui arrivera. Pour sortir de notre entretien, Maître Fidèle Ndjoumbissi, Paul Atangandji a également fait savoir concernant Ayoub Tabé et compagnie interpellés. Cela fait déjà plus de 100 jours qu'on est sans nouvelles. Et le ministre Paul Atangandji interrogé a fait savoir qu'ils sont en bonne santé et que certains même ont d'ailleurs pris du poids. Et cette réaction du ministre, donc, selon les acteurs politiques, est assimilée à de la provocation. Quelle est la position du MRC? Non, la position du MRC, c'est que nous défendons les droits de l'homme. Lorsqu'on est prisonnier, quelle que soit l'infraction qu'on a commise, on a quand même droit à la visite de son avocat, à la visite de ses membres de famille. Ça fait depuis que les membres de la famille, les familles de ceux qui ont été interpellés, et même leurs avocats demandent de leur rendre visite et ils se heurtent toujours au refus. Donc, ce n'est pas normal. Il ne suffit pas de venir déclarer qu'ils se portent bien et qu'ils sont en bonne santé. Donc, il faut permettre aux proches de pouvoir accéder à ces personnes. Merci, Maître Fidèle Ndjoumbissi, d'être venu. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.